Alors du coup, moi je vais vous parler de ma propre version de la réaction de Gray-Scott, qui est basée sur Rust pour la partie CPU et Vulkan pour la partie GPU. Et un truc cool avec le fait d'utiliser une API graphique dont j'ai pas parlé la dernière fois, c'est quand on veut faire de la visualisation, ça vient tout seul, en pas beaucoup de lignes de code en plus. Et du coup, en fait, là, contrairement à tous les autres qui vous ont montré des données de simulation précalculées, moi je le fais en temps réel. C'était juste pour la frime. Maintenant, il faut être sérieux, et là, il y a un problème. C'est que, comme vous l'avez peut-être remarqué, notre organisateur Pierre est quelqu'un d'extrêmement enthousiaste et a un enthousiasme extrêmement communicatif. Et moi, je suis très sensible à ça parce que je suis aussi d'un enthousiasme très spontané et très communicatif. Et du coup, le problème, c'est que j'ai accepté, sans trop réfléchir, de présenter en une après-midi deux technos compliqués que chacune, quand les gens font un cours, ils mettent quelques jours normalement. Puis après, j'ai réfléchi à ce que j'avais fait. Je fais ah. Et en plus, j'ai mal géré mon timing. J'avais une semaine pour faire le cours, ce qui est un autre problème. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. J'ai fait un cours d'intro à Rust qui est en ligne, que vous pouvez continuer, vous pouvez commencer maintenant et continuer à suivre après l'école, et qui vous présente les principales caractéristiques du langage, vu du point de vue de quelqu'un qui connaît déjà le C++, en mettant l'accent sur les différences, quoi, et les points communs. Ce qui permet d'aller plus vite que si je vous faisais un cours comme si vous aviez jamais programmé. Par ailleurs, je vous propose aussi de faire une exploration un petit peu à un moment du code tel que je l'ai fait, comment il est architecturé, c'est quoi les choix d'implémentation que j'ai fait, pourquoi, etc. Et il y a une question que j'ai pas résolue, c'est ça, je le fais dans quel ordre? A priori, on a deux moitiés d'après-midi. Je proposerais bien de prendre une moitié pour l'un, une moitié pour l'autre. Mais est-ce que je commence par vous faire le tour? Est-ce que vous commencez par faire le cours, ce qui vous donnera une première aperçu du langage et vous permettra peut-être d'apprécier davantage le tour de l'implémentation après? Ou est-ce que je fais d'abord la démo pour vous montrer comment c'est fait, quoi, un peu pour vous donner envie d'étudier le langage et après on passe au langage. Donc, je vous propose de faire un petit vote à main levée. Qui vote pour commencer par la partie cours? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peut-être, ok. Qui vote pour commencer par la partie explication de code? 2, 3, 4, 5, 6. Quoi? Du code que j'ai fait. Ouais, donc il y a une légère majorité en faveur du cours d'abord. Du coup, je vous explique un petit peu comment ça marche. Donc, sur Indico, j'ai attaché deux choses, un lien vers le cours et un lien vers mon implémentation. Le cours, il est en ligne. C'est un site statique. Je l'ai fait en deux parties. Une partie qui s'intéresse au langage et à la bibliothèque standard, un peu comme un cours de programmation classique, quoi. Et une partie un peu plus focalisée application, où on voit des choses dont on ne parle pas forcément dans un cours de programmation classique, mais où Rust les fait tellement bien que ce serait dommage de ne pas les avoir vus, quoi. Vous n'aurez pas une vision complète des choses. Par exemple, j'ai parlé des outils de test unitaire intégrés, de la génération de documentation, de comment on peut facilement faire du parsing d'arguments en ligne de commande, de la sérialisation, de la parallélisation. Voilà. Les parties cours en elles-mêmes, il y a des exemples dedans, avec quand on survole le copier-coller pour les personnes qui ont la flemme de recopier au clavier, ce que je comprends très bien, et un petit truc qui permet de lancer dans le cloud et d'avoir le résultat du code directement. Dans le cloud. Je sais pas. Ouais, c'est le projet Rust, il fournit ça parmi d'autres choses. Si vous préférez Godbolt, pas de souci, il y a aussi du support du Rust. Vous pouvez compiler du Rust, regarder l'assembleur assembler et l'exécuter aussi sur les serveurs à Godbolt. Mais juste là, voilà, l'avantage c'est que c'était facile à intégrer dans mon cours. Et je trouvais ça sympa, quoi, de pouvoir avoir un cours qui marche sans avoir rien à installer, quitte à ce que ce soit parfois un peu moins confortable. Il y a deux types de cellules de code pour des raisons techniques. Il y a des cellules de code comme ça qui ne sont pas éditables. Et puis il y en a d'autres où vous pouvez modifier ce qu'il y a et après relancer et avoir l'exécution du coup du code modifié. Et vous pouvez revenir à la version originale avec un simple bouton. Si vous êtes le genre de personne
qui préfèrent installer en local, ce que de toute façon vous devrez faire tôt ou tard si vous voulez faire un vrai développement. Ça c'est bien pour faire un cours, mais c'est pas bien pour la vie de tous les jours. Je vous ai mis aussi quelques instructions par là qui expliquent un petit peu comment on installe en local et comment ça se passe au quotidien le développement en Rust. Et voilà, après bah, ça démarre du Hello World dans le disséquent et ça suit un plan assez classique, quoi. Je vous propose de démarrer là. Dites-moi si vous avez des questions au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, ce cours a été fini un peu vite, donc c'est probable qu'il y aura des choses mal expliquées, des fautes d'orthographe, des phrases pas finies, des choses comme ça. C'est pas un souci, je vais noter tout ça et je le ferai mieux dans la prochaine édition. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Bah, a priori, de toute façon, c'est fait pour l'ouvrir sur votre PC, hein, mais le caractère à la limite important, parce que je vais peut-être faire quelques démos, c'est ceux-là. Ça, c'est bon ou il faut faire plus gros? Ok. Après, peut-être pour pas décevoir les gens qui voulaient une démo, je vais faire autre chose en parallèle. Je vais faire le bout que j'ai pas pu faire lundi dans la partie profilage de comment on profile un programme GPU un peu. Parce que j'étais très frustré de ne pas l'avoir fait quand même. En fait, le problème avec le GPU, c'est qu'il n'y a pas d'outil standard. Donc on est tributaire de ce que fait chaque fabricant. Il y a Nvidia qui bosse pas trop mal en termes de code, même si mes deux collègues dans le fond de la salle pourront vous dire qu'on peut quand même assez facilement trouver des cas tordus où on fait cracher le pilote ou des trucs marrants comme ça. Mais au-delà de ça, bah, Intel, j'ai jamais réussi à le faire marcher, leur outil, et AMD, j'ai même pas réussi à le compiler. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, dans le cas d'Intel et d'AMD, l'avantage, c'est qu'ils publient les spécifications de leur matériel, euh, les fiches techniques complètes, ce qui veut dire que la communauté open source peut éventuellement faire le boulot à leur place dans certaines limites. Alors, ça va pas être aussi bien que si c'était fait par des pros qui ont le plaisir de bosser à temps plein, mais on peut quand même déjà voir des choses. Je vais vous montrer un premier exemple de ce qu'on peut voir en profilant le système entier avec ce type de technique. Donc, c'est dans ça. Où est-ce qu'il me l'a lancé? Voilà. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle GPUVise, où en gros, son mode de fonctionnement, c'est il intercepte des événements standardisés du driver de matériel et du système d'exploitation, et il s'en sert pour faire une trace de, pendant un certain temps, qu'est-ce que le GPU a fait et qu'est-ce que les programmes faisaient pendant ce temps-là, quel processus était actif. La trace, elle est zoomable, on peut la dézoomer comme on veut. Et vous voyez que ça ressemble un peu à ça. Donc, le GPU, au niveau architectural, en fait, on lui soumet du travail par le biais d'une file d'attente. Mais il n'y en a pas qu'une. Sur tous les GPU modernes, il y a plusieurs files. Une qui est la file principale à laquelle on soumet la plupart des travails de calcul et de graphisme. Deux files qui permettent de façon asynchrone, pendant qu'un calcul s'exécute, de ramener des données sur le GPU et de les sortir du GPU. Parce que ça, en fait, c'est du hardware différent, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'adresser à part. Et sur des GPU plus haut de gamme que celui que j'avais là, qui est quand même un petit peu de l'entrée de gamme, c'est aussi assez courant d'avoir en plus une file supplémentaire pour le calcul, qui en fait fonctionne un peu comme l'hyperthreading sur les processeurs Intel, c'est-à-dire que ça vous permet d'injecter du travail quand la file principale n'arrive pas à remplir complètement le GPU. On parle de calcul asynchrone en vocabulaire Vulkan. Donc là, ce que vous voyez, c'est que mon programme n'utilise qu'une seule file. Les deux autres files pour les transferts de données, elles sont inoccupées. Alors en fait, la raison à ça, c'est que tel qu'il est écrit pour l'instant, ce programme, il a un flux en termes de tâches sur le GPU où chaque tâche dépend de la suivante et donc on ne peut pas faire de l'overlap. Pourquoi? Parce qu'en fait, la façon dont je la gère, la simulation, c'est que à chaque instant, j'ai deux versions de la concentration, l'input et l'output. Je pars de l'input, je calcule l'output, j'échange et je recommence.
Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où je vais télécharger les données sur le CPU, par exemple pour faire enregistrer sur le disque, ça va... en fait, je dois attendre d'avoir fini ça avant de relancer le calcul suivant, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que je vais écraser la version de l'image que je suis en train de télécharger pour faire ma sauvegarde ou, en l'occurrence, mon rendu, mais ça c'est parce que c'est mal codé et que je vais le corriger après. Donc du coup, je ne peux pas faire du recouvrement entre les entrées-sorties et le calcul, parce que le calcul a besoin d'attendre que l'entrée-sortie soit terminée avant de commencer. Et dans ce cas-là, ça ne servirait à rien d'utiliser plusieurs fils, parce qu'on paierait le prix de la synchronisation entre deux fils, alors qu'on ne peut pas les utiliser. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. La file graphique nous montre deux choses. Il nous montre d'une part son état logique, c'est-à-dire les programmes qui sont en train de soumettre des jobs au GPU. Et en dessous, il nous montre l'état matériel, concrètement, qu'est-ce que le matériel est en train de faire sur cette file. Il est en train d'exécuter le job de qui. Donc vous voyez qu'en fait, là, il y a bien Simulate, mon programme qui est en train de bosser, mais il n'est pas tout seul. On va trouver aussi des trucs qui s'appellent Xorg, Cinnamon, tout ça. Ça, en fait, ce que ça vous dit, c'est qu'on fait du calcul GPU, vous avez un problème d'interférence qui est un peu chiant. C'est que votre GPU, il n'a pas du calcul à faire dans la vie, il doit aussi faire le rendu de votre bureau et des choses comme ça. Si vous avez la chance d'avoir une machine où il y a un GPU dédié pour le rendu du bureau et un GPU à part qui sert qu'à faire du calcul, tant mieux, vous n'aurez pas ces problèmes. Mais ici, je partage une partie de mon budget temps avec l'affichage du bureau, et donc je ne peux pas me permettre de bouffer tout le temps de calcul à faire que de la simu. Euh, on voit que globalement, il passe l'essentiel de son temps à exécuter le travail de simu quand même. Il y a des pauses entre deux jobs de simu où il exécute un peu de rendu du bureau et après il recommence. Euh, et donc là, c'est une simulation qui est exécutée avec les paramètres entre guillemets standards, c'est-à-dire ceux que Pierre utilisait dans son TP. Sur une machine qui est beaucoup moins performante que ce que j'ai sous la main sur mon portable. Et donc là, je ne pouvais pas faire du rendu en temps réel. Donc si vous regardez bien, en fait, les jobs associés au rendu de chaque image, ils prennent 33 millisecondes. Et si dans votre tête, vous calculez 1 sur 0,033, vous verrez qu'on n'est pas aux 60 images par seconde qu'on voudrait pour afficher en temps réel sur un moniteur à 60 fps. Dit autrement, ça ramait un peu. En dessous, on a une vision de l'occupation CPU. On voit qu'à ce niveau-là, c'est OK, il ne se passe pas grand-chose. On a aussi une vision de ce que les threads associés au driver sont en train de faire dans le kernel. Pareil, on voit que c'est bien codé. On n'est pas en train de passer notre temps à bourrer le mou au kernel en lui disant de faire plein de trucs, ce qui fait qu'il boufferait du temps CPU qui serait plus disponible pour le programme. Là, le kernel, de temps en temps, il se réveille, il envoie un truc au GPU et il se rendort, quoi. Euh, On voit aussi l'activité des processus qui ne sont pas des threads noyaux. Ils sont triés par ordre décroissant d'activité. Donc on voit que Xorg, il fait de temps en temps des choses, typiquement autour du moment où il va y avoir le rafraîchissement écran, puis après il se rendort pendant longtemps aussi, s'il ne va pas nous bouffer tout le CPU. Et on voit qu'il y a Simulate, où lui c'est un thread qui est actif assez souvent en fait. Il se réveille, il fait un truc, et après ce thread-là, il se rendort en attendant que le GPU est fini. Je crois que c'est ça qu'on voit de mémoire. Si on descend un peu, ce qu'on voit là, non. Alors du coup, ça va être autre chose. Du coup, là, voilà, on a un autre thread, on voit ici. Alors en fait, moi, la version de la simulation de Grace Code que j'ai fait, elle est multithreadée. Il y a un thread qui est en charge du calcul, et il y a un thread qui est en charge des entrées-sorties. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'ai pas pu faire simultanément des échanges de données et du calcul sur le GPU. Par contre, sur le CPU, je peux faire ça. En fait, il suffit de récupérer la donnée que j'ai sur le GPU, la passer au thread qui fait les entrées-sorties et reprendre la main.
Et donc du coup, là, on a un thread en attente qui attend que la simulation se termine. Vous voyez que c'est très synchrone avec le job qui est au-dessus. Et là, il y a un petit thread en fait qui se réveille quelques temps après, parce que donc, faut vous imaginer là. Alors du coup, il se passe quoi? L'attente est terminée. Euh, il fait la copie et après, ça passe la main au thread qui va faire l'IO. Et dans le cas précis de cet ordinateur où le GPU est pas très rapide, l'IO prend beaucoup moins de temps que le calcul. Alors vous voyez que là, il y a une partie des analyses que je fais qui est dépendante du fait que je sais comment ça marche. En fait, cette analyse, je l'ai faite en variant les paramètres et en voyant qu'est-ce qui avait l'air de rester constant, qu'est-ce qui changeait, en exécutant la simulation dans des cas où je savais que c'était IO band, etc. Si vous voulez pas vous embêter comme ça, bah, il y a une bonne pratique que vous pouvez faire, que moi j'ai pas fait, c'est de donner des noms à vos threads. Vous pouvez faire ça. Et ça rend les visualisations beaucoup plus claires dans ce type d'outil. Donc voilà pour GPU-Vis, donc on voit que on sait ce qui se passe sur tout le système, et donc on peut voir les interférences entre programmes, et ça c'est vachement bien. Mais finalement, dans ce programme-là, pour nous, c'est un peu une boîte noire, les jobs GPU. On voit qu'on en lance, qui prennent 33 millisecondes et qui se terminent, et on n'en sait pas plus. Pour en savoir plus, on peut utiliser un deuxième type de programme qui, lui, va travailler au niveau de l'API. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce programme? En fait, il va s'insérer entre notre application et l'API graphique sous-jacente. Il va intercepter tous les appels à l'API et il va rajouter des trucs pour analyser ce qui se passe. Il peut faire deux types de choses. Le programme, il peut d'une part regarder combien de temps ça prend les appels d'API au niveau CPU et à quel moment ils surviennent côté CPU. Et ils peuvent utiliser une fonctionnalité qu'ont toutes les API graphiques modernes qui s'appelle les timestamp queries, où chaque fois qu'on soumet un job au GPU, on peut demander en fait les timestamps associés à la finalisation de chaque événement. Et de cette façon, on peut avoir une vision à grain fin des tâches qu'on a soumises au GPU sur la file d'attente. Donc là, je vais vous montrer un outil de ce type qui s'appelle VK-Tracer pour Vulkan Tracing. Et donc, vous retrouvez cette vision en ligne temporelle que les applications d'utilisation GPU adorent, et elles ont raison, c'est quand même vachement intuitif. Lui, donc, il parle, comme il est spécialisé Vulkan, il nous parle un petit peu plus spécifique en vocabulaire Vulkan. Donc, en Vulkan, on soumet les commandes en bloc, c'est pas comme dans les autres API où cet aspect du matériel est caché. Les blocs de commandes, il y en a deux types. Il y a les blocs primaires, qui sont ce qu'on soumet directement au GPU, et il y a les blocs secondaires qu'on peut insérer au sein des blocs primaires avant envoi au GPU. L'intérêt d'avoir cette distinction, c'est qu'on peut générer des blocs secondaires sur plusieurs threads, tous les fourrer dans le bloc primaire et après envoyer tout ça au GPU. Donc on peut paralléliser la génération de blocs de commandes. Ici, ce n'est pas un souci parce que ce que je fais du point de vue de l'API GPU est relativement simple et donc je ne suis pas limité par la vitesse à laquelle je prépare des commandes sur mon CPU. Mais sur des applications où on demanderait des choses plus exigeantes au GPU, ça devient très intéressant. En dessous de ça, pour chaque bloc, on va avoir le détail des commandes individuelles. Donc moi, j'utilise pas de bloc secondaire ici parce que j'en ai pas besoin. Là, il y a ce qu'on appelle les render passes. Ça, c'est un concept spécifique à la couche graphique. Ici, j'utilise exclusivement ce qu'on appelle des compute shaders parce que c'est plus adapté à mon problème. Donc, du coup, il n'y a pas de render passes. Après, les commandes individuelles, on va voir les swap chains. Donc ça, c'est quand on est en train de faire du rendu graphique, c'est ce qui nous dit les événements, le rafraîchissement écran est terminé, le prochain rafraîchissement écran se prépare. C'est ce qui nous permet de nous synchroniser avec les différents rafraîchissements de l'écran pour produire une image parfaite à chaque fois que l'écran se rafraîchit. Et enfin, donc les labels, c'est un truc qu'on peut ajouter nous-mêmes dans le code, je ne l'ai pas fait. Et l'activité de chaque thread, ici, il n'y en a qu'un, qui fait des commandes GPU. On peut zoomer. Et là, on voit quelque chose d'étonnant. C'est que cet outil, il ne nous dit pas tout à fait la même chose que ce qu'on voyait avec GPU-Vis, où on avait l'impression que le temps où le GPU exécutait autre chose que notre boulot, il était finalement assez court. C'était pas un truc qui allait perturber beaucoup l'exécution de notre programme.
Ici, c'est très différent. Là, à l'œil nu, le rapport cyclique, il est d'1,5, quoi. Il y a la moitié du temps GPU qui est bouffé par autre chose que mon programme. Et ça, en fait, bah, c'est un biais de l'outil de mesure. Cet outil de mesure-là, VK-Tracer, il est franchement assez jeune, un petit peu buggé. Il fait le boulot, mais je ne sais pas si j'arriverai à le recommander à ce stade. Et il se trouve qu'il fait partie de ces logiciels qui trouvent vachement intelligent de faire leur rendu avec des techniques vachement compliquées, même quand ils sont juste en train de vous dire veuillez patienter, on est en train d'acquérir un profil. Et en fait, c'est ça qu'on voit. C'est que la technique de rendu du logiciel de mesure nous bouffe plein de temps GPU qui est plus disponible pour le calcul. Piqûre de rappel, faites toujours gaffe aux coûts associés à vos outils. Donc, on va se concentrer. Donc, vous voyez un peu le cycle des calculs de différentes images. On va zoomer un peu. Ça, c'est une image. Donc, on voit que en fait, l'image se compose en différentes commandes. Pourquoi différentes commandes? Bah, parce que si vous vous rappelez ce que vous a dit Pierre, en fait, la simulation, elle est composée en pas de temps. Et pour l'instant, la façon dont mon code est écrit, c'est que chaque pas de temps est implémenté comme l'exécution d'un kernel sur le GPU. Ça me permet d'avoir une synchronisation plus simple, c'est-à-dire j'ai pas à faire de la synchronisation très compliquée pour attendre la fin du rendu d'une image avant de démarrer la suivante. J'utilise la synchronisation entre exécutions de kernel successifs. Et on voit que les différentes exécutions de kernel prennent à peu près le même temps, ça c'est attendu. Côté CPU, là en bas, on voit qu'il y a un tout petit peu d'activité ici. Donc là, on vient de finir de calculer une image. Après, là, il y a un bug de l'outil qui ne nous permet pas de voir, mais en fait, la dernière commande du commande buffer, c'est quelque chose qui est télécharger l'image sur le CPU, sur la mémoire CPU. Et là, en fait, donc, le programme était en train d'attendre que ce soit terminé avec l'instruction de Vulkan wait for fences. Et après, il va commencer par écrire l'image, puis préparer les pas de simulation suivants, le calcul de l'image suivante. Et donc là, ici, on voit la préparation du calcul, où le programme va dire je commence à écrire un commande buffer à l'API, je mets une barrière parce qu'il faut mettre des barrières manuellement en Vulkan pour faire les transitions de layout des images. C'est un concept que vous n'avez pas besoin de comprendre pour comprendre comment ce programme fonctionne. Après, j'enregistre, alors il faut zoomer un peu plus. Je prépare l'exécution d'une commande. Ça, c'est les commandes qu'on a vues de là-haut. Là, on voit leur préparation côté CPU. On voit que ça prend pas le même temps à préparer qu'à exécuter, et c'est heureux. Je fais une barrière parce que la barrière, en fait, elle sert à attendre que l'image soit calculée avant de démarrer le calcul de l'image suivante. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Après, je calcule l'image suivante, et ainsi de suite. On voit aussi qu'il y a un système un peu paresseux où quand vous vous préparez à soumettre un batch au GPU, la première fois que vous demandez, vous préparez l'exécution d'une commande de calcul de frame, c'est un petit peu plus long. En gros, l'implémentation de l'API préchauffe les caches associées à tout ce que vous allez faire. Et en fait, du coup, vous avez intérêt à faire des blocs de commandes où il y a plusieurs commandes parce que l'enregistrement des commandes suivantes va être plus rapide. Et donc voilà, on enregistre des commandes. On voit qu'il y a un petit temps entre l'enregistrement de chaque commande. Ça, c'est ce qui se passe dans mon code à moi. Je pourrais le profiler avec perf, par exemple. Et à l'issue de tout ça, donc là, tout ça, c'était des commandes de calcul. Là, je termine l'enregistrement d'un premier bloc de commandes et je démarre l'enregistrement d'un deuxième. Quand on fait du code GPU, il y a un compromis entre faire une architecture élégante et faire du code ultra performant. C'est assez difficile d'avoir les deux sans commencer à avoir des abstractions qui sont un petit peu dégoûtantes. Ici, j'ai accepté le compromis d'avoir deux blocs de commandes différents, un pour le calcul du rendu et un pour le téléchargement de l'image, ce qui me permet de découpler ces deux sections de code complètement. Et donc c'est ce que vous voyez là. Je termine l'enregistrement du bloc de commande du rendu. Je démarre celui de téléchargement. Après reset fence, je prépare ma synchronisation et je soumets le travail au GPU. Vous voyez que par rapport à enregistrer des commandes, soumettre du travail, c'est méga long. Sur mes GPU, c'est de l'ordre de 100 microsecondes.
C'est pour ça que je trouve que c'est vachement bien que Vulkan expose ce concept, parce que dans les autres API, comme CUDA, vous êtes complètement à la merci de ce que l'implémentation va décider comme groupement des commandes et granularité de soumission au GPU. Et en fait, il y a plusieurs choix possibles, parce que ils peuvent d'un côté décider, on va faire des grosses soumissions pour minimiser, pour amortir le coût des soumissions, mais de l'autre, ils pourraient se dire, on va faire des petites soumissions parce que comme ça, le calcul démarre plus tôt. Donc, il y a un compromis finalement entre latence et efficacité. Et bah, quand vous n'utilisez pas une API comme Vulkan, ce compromis, vous n'avez pas le contrôle dessus. Et après ça, bah, j'ai soumis mon job, je vais attendre qu'il finisse, et je vais attendre un certain temps. Voilà ce qu'on peut voir avec un logiciel qui fait du traçage d'API. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir? Si vous utilisez un outil qui s'appelle Nsight Compute chez NVIDIA, vous pouvez avoir le détail micro-architectural de tout ce qui se passe en exécution du kernel. Vous pouvez savoir si vous mettez de la pression sur les registres, si vous débordez les caches, des trucs comme ça. Ça, un traceur d'API ne pourra pas vous le dire, parce que les interfaces pour faire ça ne sont pas standardisées. Elles sont propriétaires à NVIDIA, il n'y a que NVIDIA qui sait comment elles marchent. Euh, une autre chose que vous ne pouvez pas voir, c'est toute cette histoire de Unified Memory que vous a montré Pierre hier. Ça, c'est sous le contrôle du driver. C'est pas vous qui le déclenchez, donc vous ne le voyez pas dans un traceur d'API, parce que le traceur d'API, ce qui retient, c'est ce que vous avez fait. Il ne voit pas ce que le driver fait sous le capot. Mais en conclusion, finalement, on peut, au prix d'une certaine perte d'information, savoir pas mal de choses sur ce qui se passe dans son calcul GPU, sans avoir nécessairement besoin d'utiliser des outils spécifiques à chaque fabricant. Et je trouve ça pas si mal. Des questions là-dessus? Le commande de forme, je le reçois à chaque fois, parce qu'on ne veut pas l'enregistrer et le relancer à chaque fois. Alors là, il y a un compromis. Non, c'est possible. Il y a un compromis en fait. Euh, dans Vulkan, on peut faire des commandes buffer réutilisables, mais quand vous lisez la doc des fabricants, donc je sais pas si dans Vulkan, on peut dire dans la soumission, est-ce que le commande buffer va être réutilisé ou pas. Et si vous lisez la doc des fabricants, en l'occurrence, moi j'ai eu la doc d'AMD puisque j'ai du matériel AMD, bah, le fabricant il vous dit attention, les commandes buffer réutilisables, c'est une optimisation côté CPU. Nous, côté driver, le fait qu'ils ne soient pas réutilisables, on en profite, on fait des optimes dans le driver et dans le GPU pour ça. Donc comme là, je suis manifestement pas du tout limité CPU, du coup j'ai préféré suivre la recommandation d'AMD et refaire mes commandes buffer à chaque fois pour que j'ai l'optime côté driver du buffer non réutilisable. Une autre question? Vous êtes sûr? C'est dans les présentations en ligne. Ah mais non, mais j'en suis sûr. Ah là là. Il y a un guide qu'on peut clone ou pas? Pour aller de ces pages-là, tu vois, Oui, en fait, dans le coin supérieur droit de l'interface, oui, d'accord. tu vois un petit lien vers le dépôt Git. Il y a même une page directe si jamais tu as trouvé une typo pour soumettre une pull request avec une correction. Cet outil est génial, je l'adore. Sinon, ce que tu viens de nous expliquer à l'instant, c'est en ligne, il y a un lien. Non, parce que c'est difficile à expliquer offline en fait. C'est vraiment, D'accord. tu as vu, c'est des outils très interactifs. Il faut les manipuler un petit peu pour les comprendre, quoi. Après, là, il y a la capture vidéo, du coup, c'est vrai que quand les vidéos seront en ligne, ça sera Je bien. pourrais potentiellement, bah, là on aura la capture vidéo qui fait la démo, et je pourrais mettre en ligne les fichiers de données. Le problème c'est que du coup, il faudra que vous installiez les outils dans une version compatible pour les ouvrir, donc je sais pas si on a gagné grand-chose. Bah, du coup, je vous laisse un peu continuer et vous venez me chercher dès que vous avez des questions sur la partie cours. Et je vous propose qu'après la mi-temps, du coup, fin de la partie code, on parle un peu plus de comment est codée l'implémentation que je vous ai montrée là. Donc du coup, comme promis, après que vous ayez vu un peu comment ça fonctionne le Rust, enfin pour ceux que ça intéressait en tout cas, je vous propose de vous montrer un petit peu comment j'ai organisé mon implémentation du calcul.
Donc, pour le contexte, j'ai essayé de me baser pas mal sur l'implémentation de Pierre, histoire que ce soit comparable au maximum. Et donc, dans la version originale de Pierre, il y avait, pour simplifier, deux binaires. Un qui faisait une simulation en écrivant les données de sortie dans un fichier HDF5, et un qui transformait après le fichier HDF5 en image PNG en utilisant une palette de couleurs. Parce qu'à la base, on a une info en niveau de gris, et donc pour avoir des couleurs, il faut qu'on transforme le niveau de gris en couleurs. Donc j'ai repris ce bout-là de la structure. Donc ma version du binaire qui fait la simulation en HDF5 s'appelle Simulate. Et la version qui produit des PNG s'appelle Data2Pix. Ça, je crois que j'ai gardé le nom d'origine. Et puis plus tard, comme j'avais un petit peu de temps, j'ai aussi fait la version que vous avez vue qui fait le calcul en live. Et donc celle-là, comme c'est en live, je l'ai appelée LiveSim. Quand on se livre à l'exercice d'implémenter ce calcul, on essaye différentes implémentations. Vous avez vu, c'est un peu une discipline expérimentale, la performance. On essaye des trucs, on voit si ça marche, on prend ce qui est bien, on jette ce qui est pas bien. Là, j'ai quand même essayé de garder de côté des trucs que j'avais faits pour montrer un peu comment ça a évolué. Et donc, ça veut dire qu'à la fin, j'ai pas mal d'implémentations différentes. Et donc, pour gérer ça, j'ai fait ce qu'on est censé faire en ingénierie logicielle, j'ai essayé de partager du code entre les implémentations. Donc, ce qu'il y a en partage de code, il y a UI qui est commun à tous les programmes que vous lancez directement et qui gère les questions d'interface utilisateur. Quelle palette de couleurs on utilise, quelles sont les options en ligne de commande qui sont communes à tous les programmes de simulation, ce genre de choses. Il y a Data qui gère le stockage, du moins toutes les formes de stockage des images. En gros, on dit finalement on fait des calculs sur des images et tout, nos images c'est des genres de tables 2D. Là, dans cette bibliothèque, il y a différentes définitions d'une image. Une définition naïve où c'est juste un tableau 2D de flottant, et puis des définitions plus sophistiquées. Et dans Compute, il y a plusieurs choses. Il y a Shared, qui sont des choses communes à tous les backends de calcul. Il y a Selector qui fournit une interface de haut niveau pour pouvoir dire rapidement quand on compile, je veux ce backend de là, ce backend de là, ce backend de là. Ça, en fait, c'est commun aux deux programmes de simulation, on fait l'extraire aussi, je l'ai fait là. Et le reste, c'est des implémentations concrètes du calcul. Donc, peut-être pour poser les bases, je vais d'abord parler un peu de comment les données c'est fait. Donc, il y a une chose qui est commune à toutes les versions de la simulation, c'est les paramètres. C'est des choses du genre quelle est la vitesse de diffusion, la vitesse de réaction, etc. Et donc ça, du coup, c'est défini sous la forme d'une structure de données avec des membres publics, parce que ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, qui contient les différents paramètres. Et j'ai repris les valeurs par défaut de Pierre, et j'ai créé donc une implémentation du trait défaut, qui est la manière standard de créer une valeur par défaut en Rust, qui reprenait ces réglages par défaut. J'ai défini un type pour le stencil, qui est juste une struct qui wrap un tableau bidimensionnel. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais avoir la main sur ce type pour lui ajouter des méthodes. Et en particulier, je voulais pouvoir le transformer vers un layout mémoire qui est adapté pour le GPU. C'est ce que je fais en dessous. Comme le GPU, j'en fais pas toujours, j'ai utilisé de la compilation conditionnelle pour que la partie transformation des paramètres en format GPU ne soit activée dans le code que quand on fait du GPU. En gros, la transformation, c'est essentiellement Rust aime bien les matrices row major, GLSL aime bien les matrices column major. J'ai pas voulu les brusquer, donc je passe de l'un à l'autre quand j'envoie au GPU. J'aurais pu envoyer directement du row major à GLSL et mettre une annotation quelque part pour qu'il le gère, mais j'étais pas sûr de l'impact que ça allait avoir en fonction du matériel. J'ai préféré laisser un config par défaut en me disant qu'elle était réputée optimale. Donc GLSL, c'est le OpenGL Shading Language.
C'est un standard pour écrire des programmes côté GPU. Et c'est ce qu'utilise la bibliothèque que je prends pour m'interfacer avec Vulkan. Donc j'ai pris ça. J'ai aussi défini une constante de compilation qui représente la forme du stencil. Alors vous allez me dire, ça peut se désynchroniser avec la définition du tableau. Bah non. Parce que si vous la regardez mieux, elle utilise la constante de compilation. Et j'ai défini un autre truc qui sert tout le temps dans le calcul, qui donne l'offset depuis le coin supérieur gauche du stencil vers le centre. Ça, c'est pour les paramètres. Il y a un module optionnel qui est activé par compilation conditionnelle. Je ne vous montre pas, mais c'est défini à la couche du dessus, qui permet les IO HDF5. Donc, il y a une structure de configuration, toujours pareil. Quand des membres publics, ça suffit, on ne s'emmerde pas à faire plus compliqué. On n'est pas en objet ici. Il y a un truc qui fait l'écriture et un truc qui fait la lecture. Une petite différence que j'ai faite par rapport au programme de Pierre, c'est je trouvais que les fichiers de sortie étaient un peu gros. Donc, j'ai essayé différents algorithmes de compression proposés par HDF5. Et j'ai trouvé que sur le stockage que j'avais sous la main, qui est un SSD plutôt rapide, LZF c'était le bon compromis parce que ça consommait assez peu de ressources pour la partie compression et ça produisait déjà des fichiers 2 fois plus petits, donc on économisait quand même de la bande passante. Et donc après, le reste, c'est de la mécanique interne de la bibliothèque HDF5 que j'utilise. Une chose, je ne sais plus si Pierre l'a fait ou pas, c'est que en HDF5, on peut dire à quelle granularité sont faites les IO. Ça s'appelle le chunking. Et j'ai dit à HDF5 de faire les IO image par image parce que ça me semblait sensé par rapport à la nature du problème. En gros, je fais un pas de je fais une image, après je ne vais pas rappeler HDF5 avant longtemps. Donc ça me semblait logique de lui dire que sa granularité d'IO ce soit ce que je génère à chaque fois. Et en pratique, ça marchait bien. Ah, moi, j'ai fait l'inverse. Moi, je sauvegarde tout le monde et après, je flush tout et je laisse le chunk par défaut d'HDF5 qui est très bien. Mm. Donc ça, oui, j'ai été un peu plus économe que d'autres implémentations au niveau du stockage. J'ai vu qu'il y a plusieurs implémentations qui stockaient la totalité des images, ce qui prend une place en RAM non négligeable. Moi, j'ai utilisé une technique de double buffering, c'est-à-dire que j'ai deux jeux d'images, une qui me sert d'entrée, une qui me sert de sortie, et chaque fois que j'ai fini de générer une image, je la sauvegarde et j'échange. Ça fait une consommation minimale de stockage avec des bonnes performances. Après, je définis quelque chose qui s'appelle les types concentration, donc qui servent à stocker les concentrations des espèces chimiques. Donc là, j'ai fait un truc à plusieurs étages, parce que en fait, si on regarde, il y a plusieurs couches. Une première couche où il y a U, V et un truc qui s'appelle le contexte, dont on va parler plus tard. À l'intérieur de ça, quand on regarde U et V, on a donc la couche du dessus s'appelle Species. La couche du dessous qui s'appelle Evolving, c'est le double buffering. On a une concentration avant, une concentration après et qui échangent leur rôle régulièrement. Et la couche encore en dessous, ça c'est un trait, parce que j'avais envie de le customiser en fonction du backend. Les deux couches du dessus sont les mêmes, quelle que soit la façon dont on calcule. On a toujours besoin d'avoir des U et des V, on a toujours besoin d'avoir une gestion de l'évolution par le double buffering. Mais la couche du bas, comment concrètement je stocke une table de concentration, ça je voulais avoir la main dessus et essayer différentes choses. Donc du coup, ce trait, il a une notion de contexte. Ça en fait, ça sert pour le GPU. Quand on gère des concentrations sur le GPU, on doit stocker un petit peu d'état du genre un lien vers l'allocateur mémoire du GPU, des choses comme ça. Cet état, il est commun à toutes les images d'une simulation. Il n'y a pas besoin de le dupliquer une fois par image, ce serait complètement idiot. Et donc du coup, je le stocke au niveau du type de premier niveau species, et j'ai un peu de mécanique pour l'amener au bon endroit quand il y en a besoin. Un type erreur, ça pareil, quand on fait du GPU, à peu près tout ce qu'on fait peut échouer. Donc pour tous les back-ends CPU, le type erreur, il est défini comme étant égal à ça ne peut pas arriver. Mais le fait que j'ai la possibilité de définir un type erreur va me servir dans le backend GPU pour définir mon type d'erreur GPU. Et derrière, je vais le propager dans les méthodes comme vous allez le voir. Je définis un truc qui crée une table de concentration avec les valeurs par défaut. Ici, vous voyez revenir mon contexte. J'en ai besoin pour créer des images quand je fais du GPU. Pour les autres, c'est un type vide. Un truc pour créer un tableau plein de 0, un truc pour créer un tableau plein de 1. Ça, c'est des patterns qui revenaient dans le code de Pierre. Un truc qui, connaissant un tableau, retourne quel shape il a
au sens de la bibliothèque de tableau multidimensionnel que j'utilise, qui s'appelle NDArray et qui suit les conventions de NumPy. Donc la shape, c'est d'abord le nombre de lignes, puis le nombre de colonnes. Une méthode avec une définition par défaut qui peut être surchargée par la concentration qui s'appelle rowShape. Ça, en fait, ça sert quand le vrai tableau, il n'a pas la même forme que la forme logique de la concentration. Donc ça, c'est un truc qui est implémentation dépendant, qui est utilisé par la simulation derrière. Mais l'interprétation de cette forme-là et l'implémentation dépendant, par défaut, c'est la même que la forme logique. Un truc qui permet de remplir une certaine partie de la concentration d'une valeur. Ici, comme pour les constructeurs, j'en ai pas parlé, on a besoin de gérer le cas où il y a des erreurs. Par contre, dans le cas positif, on ne retourne rien parce que remplir, c'est pas quelque chose qui retourne un résultat. C'est juste, il me dit, OK, j'ai fini. Et un type s'appelle Finalize. Ça, en fait, pour plusieurs backends, le GPU, le SIMD, il y a quelque chose à faire une fois qu'on a une version finalisée de la concentration. Pour le GPU, on peut avoir besoin d'uploader la concentration sur le device. Et en mode SIMD, il y a un layout un petit peu futé créé par Pierre, mais qui nécessite de recopier les valeurs du bas en haut et vice-versa. Et donc, du coup, ça, c'est géré par Finalize. Comme ça, l'idée, c'est que les gens ils peuvent faire autant de transformations qu'ils veulent et on paye le prix qu'à la fin. Et Finalize est appelé automatiquement par la méthode flip qui échange les buffers. Ensuite, donc j'ai dit que j'avais différents types concrets de concentration qui n'étaient pas forcément exactement ce qu'on pensait. Mais à la fin, mon backend HDF5, il n'a pas envie de savoir ça. Donc du coup, j'ai créé la notion de vue scalaire. C'est un truc où je dis, très bien, j'ai une concentration compliquée, mais à un moment, je peux la réinterpréter comme une table de concentration scalaire, avec la forme la plus évidente. Et donc, on a une méthode makeScalarView qui génère une vue scalaire, qui est en fait stockée en interne dans la concentration. Et après avoir fait la version GPU, je me suis rendu compte que c'était aussi intéressant d'avoir une deuxième variante du même concept, avec un in-parameter, où là, l'utilisateur fournit sa table de scalaire et on écrit dedans. En fonction du back-end, l'un ou l'autre est plus efficace. Et celle-là, en fait, quand on l'a fait, il faut vérifier que le tableau est de bonne taille. Ça, faudra le faire de toute façon. Et en fait, c'est toujours pareil. Donc, j'ai fait une petite méthode que les implémentations peuvent utiliser pour utiliser facilement. Après ça, donc, je définis une implémentation de ce type concentration qui est la plus évidente pour le cas où la concentration, c'est juste un tableau 2D de flottant. Et donc, ça a les implémentations que vous pourrez imaginer, quoi. Le contexte, il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas besoin pour un truc aussi simple. Les erreurs, il n'y en a pas parce que ça n'échoue pas, un back-end normal. Et donc après, à la fin, voilà, on a tout ça. Après, donc, il y a deux back-ends plus spécialisés. Un SIMD qui gère donc les données dans le layout futé copyright Pierre. En fait, l'idée, c'est que quand on fait le calcul en SIMD, on a envie de charger les données par vecteur SIMD aligné, et on a envie que les membres du stencil, ça colle avec les vecteurs SIMD d'à côté. Genre qu'on a une série de valeurs, si on prend le vecteur suivant en mémoire, on a la série de toutes les valeurs successeurs, si on prend la valeur en dessous, on a la série de toutes les valeurs en dessous, etc. Et donc ça demande une petite transposition des données. Et donc là, j'explique un peu dans la doc comment ça marche. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un tableau de vecteurs SIMD, d'un type choisi par l'utilisateur, et il y a un tableau de scalaire qui, s'il n'est pas utilisé, c'est comme c'est des vecteurs en C++, je le laisse à taille nulle, donc ça coûte rien, quasiment. Si les personnes n'appellent que writeScalarView et pas makeScalarView, c'est pas grave. Encore une fois, ce système de ScalarView, l'idée c'était que le code soit le plus simple possible du côté des programmes de simulation. J'avais pas envie que la complexité soit à cet endroit-là, je préfère la mettre du côté des concentrations. On a des bouts de l'interface qui pour le coup sont spécifiques au CMD, genre un CMD, on a fait du padding sur les côtés pour dire que la concentration est nulle sur les bords, histoire de ne pas avoir à gérer les bords. Ça veut dire qu'on a une notion de centre, donc j'ai un truc pour extraire le centre. On a une notion de forme SIMD.
euh, qui transforme les shapes en leur équivalent si on utilise du stockage vectoriel. On retrouve ce qui va nous servir après à implémenter les constructeurs standards où on a la même valeur partout, etc. La forme du centre, et puis là on commence à voir l'implémentation de comment on transforme le layout footé que je vous ai montré en scalaire, et comment on découpe la matrice scalaire. Ça va servir après parce que quand on fait la transposée, en fait c'est fait par bloc de ligne et donc il faut qu'on traite la matrice scalaire par bloc de ligne quand on écrit dedans. Et puis après, voilà, il y a l'implémentation de l'interface de concentration. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante. Point important. Pour faire la partie transposée que je vous ai montrée, je vais avoir besoin d'opérations SIMD, de plusieurs. J'aurai besoin de choses comme un truc qui décale les éléments dans le vecteur SIMD d'un cran. J'aurai besoin d'un type masque pour pouvoir écrire sélectivement ou pas des valeurs. Ça va me servir quand je vais faire mes rectangles. Et donc, du coup, j'ai une couche d'abstraction SIMD qui représente ces opérations dont j'ai besoin et qui après est implémentée pour deux back-ends concrets. Un back-end qui est auto-vectorisé, qui s'appelle Slipstream. Alors ça, c'est vachement rigolo en fait. L'auto-vectorisation a super mauvaise presse en calcul, parce que quand on prend son tableau de scalaire et qu'on essaye de faire auto-vectoriser le compilateur, ça ne marche jamais. Mais par contre, si jamais on donne au compilateur un tableau de tableaux, où les tableaux, c'est un truc qui est aligné comme du SIMD et qui fait la taille d'un vecteur SIMD, bah là, le compilateur, quand on l'a un peu aidé, il y arrive. Et il y arrive même très bien. Ça génère du code rigoureusement équivalent aux intrinsèques. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça me permet de vous montrer la différence de volume de code. Alors, il y en a un petit peu, parce qu'en fait, il faut que je forward vers le type concret Slipstream depuis ma couche d'abstraction. Mais vraiment, il y a très peu de code maison là-dedans. C'est quasiment toujours appelé une méthode Slipstream. Les méthodes restantes, il faut que je les contribue à Slipstream, mais j'ai pas eu le temps, j'avais d'autres choses à faire à ce moment-là. Et pour vous donner un peu une comparaison, là, il y a la version en intrinsèque, où il y a des implémentations pour les vecteurs 128 bits, qui représentent une quantité de code qui, pour les masques, paraît raisonnable. Sauf que maintenant, quand on commence à regarder les indices ou les valeurs, ça va tout de suite être un petit peu plus lourd. Et à chaque fois, on a des méthodes spécialisées qui font des trucs un peu compliqués. On doit gérer le fait que AVX c'est un scandale, où en fait, on pense avoir un vecteur de 256 bits, mais en fait, le hardware te fait bien sentir qu'il le gère comme deux vecteurs de 128 bits, et toutes les opérations font fuiter ce détail d'implémentation. Et évidemment, on doit aussi gérer les différentes générations de SSE, d'AVX, etc. Et donc tout ça pour vous dire, voilà, les intrinsèques, c'est un cauchemar. Vous n'en avez peut-être pas besoin. Si vous avez besoin de manipuler explicitement des vecteurs SIMD parce que votre compilateur n'arrive pas à auto-vectoriser, c'est OK. Mais avant de sauter sur les intrinsèques, commencez par essayer l'étape intermédiaire, d'aider un peu le compilateur en lui filant un truc qui ressemble à un vecteur SIMD, mais en vous arrêtant là, parce que souvent ça suffit en fait. Et dans ce cas précis, je peux vous montrer benchmark à l'appui et assembleur à l'appli, le code généré est exactement équivalent. Donc ça c'est pour les données. Après le calcul. On a d'abord un calcul naïf. Alors non, pardon, il faut que je vous parle un peu de l'infrastructure commune d'abord. Donc mon code de simulation, il va devoir interagir avec différents backends de calcul. Donc là aussi, on a besoin d'avoir une interface commune qui dit comment mes binaires qui font des simulations, finalement, ils vont parler avec le backend de calcul. Et toujours pareil, en Rust, les interfaces, ça se fait avec des traits. Ce trait-là, je l'ai découpé en plusieurs morceaux parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais en implémenter une partie automatiquement, une partie non, ça dépendait du type concret de back-end, et donc ce découpage me permettait cette flexibilité. Il y a une base commune. Tout back-end doit dire quels arguments en ligne de commande il veut ajouter. Un back-end peut ajouter des paramètres ajustables. Par exemple, quand on fait du GPU, il y a une notion de taille de workgroup qui est en fait la taille des blocs de thread, pour reprendre le vocabulaire de NVIDIA, avec lequel on travaille quand on fait le calcul. Et ça, c'est un paramètre ajustable et la bonne valeur n'a a priori rien d'évident.
Donc, plutôt que de devoir recompiler chaque fois que je le changeais, bah, je me suis dit, c'est pas plus mal de le mettre en paramètre en ligne de commande pour pouvoir comme ça essayer rapidement plein de choses. C'est également configurable par variable environnement. Voilà. Pour toutes ces raisons, un back-end peut ajouter des arguments en ligne de commande et on va s'arranger après pour que ces arguments lui soient retransmis au moment où le back-end est créé. Un back-end doit définir quel type de concentration il attend, parce que il peut marcher pour plusieurs. En tout cas, j'ai pas voulu faire ça, c'était une très mauvaise idée. L'abstraction par-dessus les couches de données, non, ne faites pas ça. Et il y a un type erreur, toujours pareil, on fait du GPU, ça peut échouer, on fait pas du GPU, on s'en fout, qui doit pouvoir être construit à partir des erreurs de concentration, parce que c'est un des types d'erreurs qu'on va rencontrer. Et il y a un truc qui est commun à tous les backends de calcul, c'est il faut que le backend explique comment, connaissant la taille du domaine, on crée le stockage. C'est la simulation qui crée son stockage. Ah non, pardon. Oui, qui crée le stockage, c'est ça. Après, deuxième couche, simulate create. Donc ça, c'est la couche qui crée non plus le stockage, mais la simulation. Donc là, j'ai fait un choix un peu original et qui finalement, à l'usage, c'est pas révélé pertinent, mais c'était là, donc je l'ai laissé. De dire, je découple la simulation des données. Une simulation peut gérer plusieurs grilles. Parce qu'il y a des choses communes, en fait. Par exemple, quand on fait du GPU, on a envie d'avoir le contexte d'API graphique en commun. Et donc ça, voilà, c'est juste là qu'on retrouve le constructeur qui prend les paramètres de simulation, il y en a besoin, et les arguments supplémentaires définis par le backend. Et après, dernière couche de notre gâteau à 3 couches, on a le truc à proprement parler pour dire, voilà, maintenant la simulation, tu dois calculer tant d'étapes, voici son stockage. Donc ça, c'est la couche d'abstraction qui sert de contrat entre la partie binaire qui fait de la simulation et la partie bibliothèque qui fait le calcul, qui différents backends de calcul. En dessous de ça, j'ai des macros un peu dégueulasses qui servent à générer des micro-benchmarks. Je vous ai dit, les micro-benchmarks, c'est très bien en phase de développement pour pouvoir rapidement, quand on change un truc, est-ce que ça a un impact, sans être embêté par des questions du genre est-ce que je suis IO band, est-ce que je suis compute band. Là, on fait un truc qui est purement compute band. Et dans mon cas, comme je trouvais ça intéressant, j'ai aussi séparé le cas où on fait juste le calcul du cas où on fait aussi la finalisation des concentrations, donc le download si on vient du GPU, le remplissage des bords si on fait du SIMD. Ça me permettait de voir si cette deuxième partie avait un impact significatif sur les performances. Et j'ai établi que quand on fait 34 pas par image, ça n'en a pas. Ensuite, donc, j'ai un module dédié de benchmarking où il y a plus de détails d'implémentation de ça, c'est pas très intéressant, je ne vais pas vous en parler. J'ai un module spécifique au backend CPU, qui n'est pas compilé quand on fait un backend GPU. Toujours la même idée, j'ai essayé de faire de la compilation conditionnelle dans l'idée que si tu n'as pas besoin d'un truc, tu ne devrais pas avoir à le compiler. Et en cargo, en fait, en Rust, c'est géré par le biais d'un système qui s'appelle les features, où une bibliothèque peut définir un certain nombre de flags qui sont activés ou non et qui représentent des fonctionnalités optionnelles. Donc là, le CPU est une fonctionnalité optionnelle. Dans le CPU, on trouve quoi? On trouve une version du truc de simulation qui ne fait qu'un pas. Parce qu'en fait, tous les backends CPU, ça ne leur sert à rien de calculer plusieurs pas d'un coup. Ils vont tous faire une boucle sur les pas où ils calculent un pas en boucle. Et donc, je ne voyais pas pourquoi je devrais recoder cette boucle en boucle dans mes backends, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai fait un trait qui fait un pas, et à partir duquel le trait qui fait la simulation est implémenté automatiquement, en faisant la boucle. Et en faisant le flip, qu'il ne faut pas oublier. Parce que sinon, on utilise toujours la même image à l'entrée, ça va très mal se passer. Donc, toujours cette idée, si on fait la même chose plusieurs fois, il est temps de se demander si on ne peut pas l'extraire en un même endroit, quoi. Après, pour des backends un peu plus sophistiqués que les premiers que je vais vous montrer, j'ai défini une interface un peu plus bas niveau, où là, on commence à rentrer dans le détail de ce qui se passe, et on voit le tableau multidimensionnel d'éléments qui est manipulé sous le capot. Et ça me permet d'implémenter automatiquement même faire une étape de simulation. Je vous passe les détails, c'est pas forcément méga intéressant, mais vous voyez que c'est pas si trivial ce que ça fait.
Dernier point, quand j'ai commencé à avoir des backends qui étaient un peu performants, je me suis rendu compte que j'étais limité par les itérateurs de ma bibliothèque tableau multidimensionnel, parce qu'en fait, le compilateur n'arrivait pas à prouver que l'itérateur sur les fenêtres de stencil, enfin sur les 2 fenêtres de stencil d'entrée, et les itérateurs sur les lignes, enfin sur le tableau de sortie, faisaient la même longueur. Et donc, en Rust, quand le compilateur n'arrive pas à prouver un truc, on le prouve soi-même et on le fait avec du unsafe. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Après, donc, on trouve une infrastructure pour le GPU qui définit qu'est-ce qu'on attend d'un back-end GPU spécifiquement, toujours dans l'idée qu'on a un truc spécifique au back-end GPU à partir duquel on va générer l'interface de simulation de premier niveau. Ça se construit avec une configuration de contexte Vulkan, ce qui permet au programme appelant de donner ses contraintes sur le contexte. Ça sert pour la visualisation en temps réel que je vous ai montré. En fait, l'idée, c'est que les deux font du Vulkan, donc ça ne sert à rien qu'ils créent un contexte Vulkan chacun de leur côté et qu'ils ne se parlent pas. Donc, ils partagent le même, mais pour ça, il faut que le programme de visualisation dise au programme de calcul, quand il va allouer son contexte GPU, attention, moi j'ai besoin de ça. Comme ça, le programme GPU, il va additionner les requirements du programme de visualisation avec les siens pour envoyer le truc final au machin qui crée le contexte. J'ai un truc qui donne l'accès au contexte qui va servir notamment dans la visualisation temps réel, parce que du coup, je lui ai fait créer son contexte, maintenant j'en ai besoin. Ça, c'est un truc pour la synchronisation GPU. La bibliothèque utilise un système de futur qui représente le moment où un GPU sera prêt à faire quelque chose. Et donc, j'ai fait un accès rapide vers une future dont j'ai besoin tout le temps qui dit je vais lancer ça dès maintenant. À la place de compute steps, j'ai une opération qui s'appelle prepare steps qui ne fait que enregistrer les commandes nécessaires pour le calcul mais qui les envoie pas au GPU tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez vu précédemment dans mes profils que soumettre des commandes c'est méga coûteux. Et donc du coup, le programme qui gère la simulation, s'il a connaissance qui tourne sur backend GPU, il exploite ça pour grouper dans un seul paquet qui va envoyer au GPU d'un coup les commandes qui servent à déclencher la simulation et les commandes qui servent à télécharger le résultat. Et donc ça, c'est juste un truc qui enregistre des commandes, mais qui ne les envoie pas au GPU à ce stade. Et après, je fournis un petit utilitaire que les gens peuvent utiliser pour implémenter très facilement le truc perform steps du trait simulation de premier niveau à partir de ça. Parce qu'en fait, une fois qu'on a ça, finalement, c'est un détail plus bas niveau à partir duquel l'implémentation au niveau est triviale. On fait juste une version qui synchronise, quoi, qui attend que le GPU soit prêt et envoie le calcul au GPU avant que ce soit fini. Là, il y a des tests. C'est le seul endroit de ce programme où vous en verrez parce que j'ai pas eu le temps de les faire, c'est pas bien. Et là, il y a tout un tas de code qui sert à allouer ce que j'appelle le contexte Vulkan. C'est-à-dire en Vulkan, en fait, comme vous a montré un peu David avec OpenCL, quand on utilise une API graphique, il y a un petit peu de cérémonie au début. Il faut commencer par aller charger la bibliothèque qui gère l'API graphique. Après, cette bibliothèque, il faut énumérer non, il faut commencer par dire quelles extensions on veut utiliser au niveau de la bibliothèque pour créer ce qu'on appelle une instance. Après, à partir de cette instance, on peut énumérer les périphériques disponibles. Après, une fois qu'on a les périphériques, on peut regarder lesquels correspondent à ce dont on a besoin et en choisir un. Et sur ce périphérique qu'on a choisi, on va ensuite vouloir créer ce qu'on appelle un périphérique logique, donc ce qu'on utilise concrètement, et des files d'attente pour soumettre des jobs. Et en fait, ce que je voulais montrer là dans cette partie du programme, c'est que les API Chronos sont tout le temps mauvaise presse à cause de cette phase d'initialisation un peu longue. Mais cette phase, c'est une richesse. Ça vous permet de configurer tout ce que vous voulez. Et en fait, on peut l'abstraire très facilement dans un utilitaire qui est partagé par tout le code qui fait du GPU, avec juste une structure de configuration qui contient les parties que les gens seraient susceptibles de vouloir changer, quoi, les requirements, ces choses comme ça. Et tout le code au reste est commun. Et du coup, en fait, le contexte, vous le configurez avec un truc comme ça, où vous dites, voilà, si on est une simulation qui fait un rendu temps réel, il faut fournir la fenêtre, parce que juste après l'instance et avant de créer le device, il va falloir créer un truc qui s'appelle une surface. Et donc pour ça, on a besoin de la fenêtre. Si vous voulez activer des couches de Vulkan, donc ça c'est un concept spécifique de Vulkan qui permet d'intercaler une bibliothèque entre ce que vous faites et l'API du driver, c'est là que vous le demandez.
Vous pouvez dire quelles extensions vous voulez. Vous pouvez dire si vous voulez accepter des devices qui ne sont pas parfaitement conformants à l'aspect Vulkan, mais presque, ce qui vous permet de tourner sous Mac. Vous pouvez dire quelles extensions vous voulez au niveau du device. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous exigez du device sinon vous ne pouvez pas l'utiliser? Connaissant de device lequel vous voulez. Comment vous configurez vos fils? Est-ce que vous voulez faire plusieurs fils, du multi-queue, etc. C'est quoi le locuteur de mémoire que vous voulez, le locuteur de commande que vous voulez, le locuteur descripteur que vous voulez? C'est des concepts spécifiques à Vulkan. La mémoire, ça sert à allouer des ressources, des tampons, des images dans lesquelles on met des données. Le locuteur de commande, ça sert, comme son nom l'indique, à allouer des commandes qu'on va envoyer au GPU. En Vulkan, c'est un allocateur différent qui gère ça. Et l'allocateur descripteur, en fait, un descripteur en Vulkan, ça représente un ensemble de ressources qu'on peut accrocher à un pipeline de calcul. Et c'est un peu coûteux à créer, donc on a envie de les créer une fois et de les garder de côté. C'est pour ça que Vulkan expose ce concept qu'on trouve pas dans les autres API. Et l'idée, c'est qu'en fait, je fournis des valeurs par défaut pour tout ça que moi je trouve pas débiles et que j'ai eu besoin de modifier très peu dans les backends. En fait, la seule chose que je modifie, c'est de quoi j'ai besoin côté device, parce que ça va dépendre du backend. Il y aura des questions du genre quelle est la taille de grille sur laquelle j'ai travaillé, la taille de workgroup, etc. Donc ça, chaque backend donne ses besoins. Et ça me permet de préfiltrer les devices avant d'en choisir un. Et le reste, en fait, j'ai pas eu besoin de le changer beaucoup. Il y a un truc que j'ai fait aussi quand même dans ça. C'est au niveau du choix du device, je me suis rendu compte à l'usage que c'était intéressant de pouvoir l'override depuis l'extérieur du programme. J'avais la flemme de faire la machinerie pour ramener ça tout le chemin depuis les arguments en ligne de commande, donc ça je l'ai fait par variable d'environnement. Mais du coup, dans la config par défaut, on veut dire je préfère utiliser le GPU intégré, je préfère utiliser le GPU discret, etc. Et ça permet de tester sur différents devices très simplement. Voilà pour les parties communes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font nos backends? Donc j'ai commencé par un backend naïf. Donc le backend naïf, il n'est pas configurable. Il fait des trucs cons et il les fait toujours de la même façon. Il utilise le layout le plus évident pour la concentration, une table scalaire. Il ne fait pas d'erreur. Il crée des concentrations de façon très simple parce que il n'a pas besoin de contexte particulier pour le faire. Et sa logique à lui, c'est la suivante. J'ai un tableau 2D. Je vais itérer, enfin plus précisément, j'ai 4 tableaux 2D. Un tableau de U, concentration U entrante, un tableau de concentration V entrante, un tableau de concentration U sortante et un tableau de concentration V sortante. J'itère sur ces tableaux de façon conjointe, ça s'appelle un zip, Pierre vous l'a dit, sauf qu'en Rust ça marche. Et je récupère l'indice du pixel sur lequel je suis en train de travailler. À partir de cet indice, je détermine la plage d'indice de mon stencil. Alors là, si vous avez déjà essayé de faire des trucs performants par le compilateur et que vous voyez une boucle où on calcule des trucs qui varient d'une itération à l'autre, vous pouvez prendre une goutte de sueur qui commence à perler au fond, effectivement ça va très mal se passer, c'est pour ça qu'il est naïf. Et à partir de ça, je fais l'itération où je prends mon stencil de U, mon stencil de V selon la fenêtre que je viens de définir, je multiplie par les poids, je somme, ça me fait mon truc vaguement laplacien, et je fais le reste du calcul. Et ça se comporte très mal. Pourquoi? Je viens de vous le dire. Parce que les compilateurs aiment bien la régularité, ils ne savent pas l'extraire d'une boucle, en fait. Ils ne sont pas très bons pour dire « Ok, cette boucle, elle fait un truc un peu particulier sur les bords où le stencil est plus petit, mais dans quasiment toute la boucle, le stencil est 3 par 3, et ça, on sait le faire de façon efficace. » Et donc le message que je vous envoie, c'est que si vous êtes prêt à dupliquer un peu de code, vous pouvez tout à fait gratuitement multiplier par 2 la performance du code naïf, simplement en séparant le calcul entre le calcul du centre et le calcul des bords. Et donc c'est ce que j'ai fait ensuite. Je vais appeler ça compute regular.
Alors évidemment, comme je vous dis, il y a un petit peu de duplication, parce que du coup, bah, on a le calcul du centre, le calcul des bords, on est payé pour ça. Mais c'est pas non plus d'une violence horrible si on sait faire des fonctions, quoi. Il y a step sensor et step edge avec un petit peu de calcul commun. Step center, cette fois-ci, on peut exploiter le fait que nos fenêtres font toutes la même taille. Donc on a maintenant un zip qui est sur des itérateurs de fenêtres 3 par 3 entrantes et des itérateurs de pixels sortants correspondants. Et ça, c'est une boucle zippée que le compilateur il s'est déjà mieux optimisé. Parce que le stencil fait toujours la même forme, ça lui plaît. Et derrière, on a le calcul des bords qui lui est un peu plus horrible parce que du coup, on doit faire gaffe à ne pas calculer les bords deux fois, etc. Et à la fin, bah, du coup, il y a toujours le calcul du pixel comme on l'a vu avant. Et donc ça, c'est appelé par les deux en fait. Le calcul des bords, il calcule des stencils d'une certaine forme. Le calcul du centre, il calcule des stencils 3 par 3 toujours. À la fin, chacun envoie en disant ça c'est mon stencil, démerde-toi. Et la raison pour laquelle c'est plus performant, ça tient à une petite directive de compilateur que j'ai mis en haut, qui s'appelle inline. Et ça dit quoi? Ça dit au compilateur, écoute, là j'ai mis une recette pour calculer un pixel, et compilateur, je te promets, si jamais cette recette tu la copies-colles dans les deux boucles, et ben dans une des boucles tu vas te rendre compte qu'en fait c'est plus simple, et tu vas pouvoir spécialiser le code. Et donc du coup, avec un petit peu de magie d'inlining, ben, on a une seule recette pour calculer un pixel à partir d'un voisinage et d'un point de sortie, ce qui limite un peu la duplication de code. Et derrière, on a deux boucles, une boucle sur le centre, une boucle sur les bords qui fait le boulot. Donc ça, 2 fois plus rapide. Ensuite, là j'ai zappé des étapes parce que je commençais un petit peu à stresser sur le temps. Donc du coup, j'ai commencé à faire ce que je vous disais, essayer de faire du SIMD explicite avec le layout optimisé de Pierre en auto-vectorisant. Et donc qu'est-ce que ça change par rapport à la couche d'abstraction SIMD que j'avais besoin au niveau des données? Bah, côté compute, il y a juste un truc que je fais que je n'avais pas fait au niveau des données, c'est je choisis à quelle taille de vecteur je travaille. Comment je fais ça? Bah, je regarde les capacités de mon matériel par rapport à la configuration du compilateur. Si AVX 512 est disponible, j'utilise des vecteurs de taille 512 bits. Si AVX2 est disponible, j'utilise des vecteurs de taille 256 bits, ce qui fait 32 octets. Et sinon, je présume avoir accès à des vecteurs de 128 bits. Pourquoi? Parce que je vous rappelle quand même que c'est bien d'être portable. C'est bien de pouvoir tourner sur ARM aussi, des choses comme ça. Et en fait, à part chez Intel, quasiment tout le monde travaille avec des vecteurs de 128 bits. Donc du coup, quand on a la flemme de supporter un matériel, dire qu'on fait des vecteurs de 128 par défaut, c'est pas un mauvais choix, on a peu de chance de se planter. D'ailleurs, c'est l'auto-vectorisation que vous avez dans les compilateurs, hein, dans Clang et dans G++, quand ils auto-vectorisent, ils font justement des vecteurs de 128 bits. Mm. Et deuxième couche de configuration hardware, le matériel a une opération qui s'appelle Fuse Multiply Add, qui permet de faire une multiplication suivie d'une addition en une seule opération. Et il se trouve que chez Intel, c'est gratuit. En fait, on fait ça pour le même prix qu'une multiplication, et en plus, ça améliore la précision. Mais je dois gérer aussi le matériel où c'est pas là. Et donc du coup, bah, j'ai une mini couche d'abstraction qui va un petit peu faire sortir les yeux des orbites à mon collègue, où selon ce qui est disponible, bah, j'utilise le FMA s'il est là, et sinon j'essaye pas de l'émuler, je fais une multiplication suivie d'une addition, et tant pis si c'est pas tout à fait le même résultat. Et vous voyez que quand on utilise le bon layout, et en fait le code SIMD il n'est pas très compliqué, il fait au total de 150 lignes incluant la couche d'abstraction hardware. Si vous prenez que la partie calculatoire, c'est moins d'une centaine de lignes. Nouveauté, bah, quand on fait du SIMD, tous nos paramètres scalaires, la concentration et tout comme ça, on a besoin d'en construire une version vectorielle où c'est répété n fois. Donc ça, c'est l'opération splat qu'il fait en slipstream. Après, donc toujours pareil, on itère conjointement sur des fenêtres et sur des valeurs de sortie. Donc là, je commence à utiliser l'itérateur optimisé que je vous montrais tout à l'heure, qui sert à compenser le fait que le compilateur ne sait pas se rendre compte que l'itérateur de fenêtre et l'itérateur de valeur de sortie font la même longueur. Après, les fenêtres, bah, j'itère sur la fenêtre de U, j'itère sur la fenêtre de V, j'itère sur les paramètres et avec
une petite couche de tambouille pour gérer le fait qu'un tableau 2D, bah, c'est des lignes et des colonnes, et que bizarrement, le compilateur, si on lui dit j'itère sur toutes les valeurs, il n'arrive pas à se rendre compte que ça veut dire j'itère sur les lignes. Il faut l'aider un peu. Des fois, il est un peu con le compilateur, mais c'est comme ça. Et à la fin, bah, on fait le calcul de Gray-Scott. Donc, on dit le nouvel accumulateur est égal à l'ancien accumulateur plus le poids multiplié par la valeur stencil de U moins la valeur de U du centre. Et derrière, le calcul est le même, mais avec des flux multiply add. J'étais un peu sceptique au début sur auto-vectorisation. Donc, je me suis dit, pas qu'à cela ne tienne, je vais le faire avec des intrinsèques. Et je vous confirme que si, j'aurais dû regarder l'assembleur dès le départ, ça fait exactement la même performance. Le code a la même tête parce que j'ai fait ce qu'il faut pour. Sauf que derrière, bah, comme c'est des intrinsèques, bah, au niveau couche d'abstraction matérielle, maintenant vous avez cette horreur qui fait 300 lignes juste pour dispatcher vers la bonne intrinsèque chaque opération. Et c'est un scandale. Tout ça pour vous dire vraiment, commencez par essayer de faire auto-vectoriser le compilateur avec des petits tableaux. Ça suffit pour des trucs simples. Le seul truc où pour tout ce qui est vraiment ce qu'on appelle les opérations verticales, où on somme un tableau de A avec un tableau de B, il va le faire nickel. Le seul truc où il peut se planter, c'est les trucs de mouvement de données un peu plus chiadés, où genre on décale et on insère un élément. Et pour ce calcul-là, en fait, c'est pas limitant. Donc même si je générais du code pourri, ce qu'il ne le fait pas, c'est pas grave. Après, j'ai vu que Pierre avait fait des optimisations de cache, donc je me suis dit je vais en faire aussi, mais en essayant de programmer un peu plus à haut niveau quand même. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est là que j'ai introduit ce que je vous avais dit avant, cette notion d'avoir une interface un peu plus brute sur les backends CPU où on voit le tableau de concentration en fait, qui est manipulé directement. Et ça, ce que ça me permet, c'est d'avoir du code commun pour faire des opérations du genre je coupe les concentrations en deux. Et quand on sait couper en deux, eh ben, on peut faire plein de choses. On peut faire du parallélisme, on peut faire du blocking de cache, on peut faire tout. Ce ne sera pas la façon la plus optimale, il y aura un peu de récursion. Mais tant qu'on ne fait pas ça avec un calcul de merde en dessous, en fait, ça n'a aucun impact. Du coup, ça fait un formalisme un peu élégant. Donc là, je commence par... donc j'ai des arguments en ligne de commande dans cette version. Je laisse les gens choisir la taille de cache par rapport à laquelle ils veulent optimiser. Parce que l'expérience montre que sur les CPU, en fait, il ne faut pas tuner exactement pour la taille du cache, il faut souvent tuner un peu au-dessus ou un peu en dessous pour avoir leur optimum, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le prefetcher et qui se débrouille. Et donc du coup, je laisse les gens choisir, et s'ils ne choisissent pas, j'utilise la bibliothèque HWlog pour savoir c'est quoi la taille du cache et je tune moi-même. Et ce que je fais derrière, c'est donc quand je calcule un pas de simulation, je commence par regarder si le nombre total, si le nombre de valeurs par ligne de valeurs de mes tableaux tient dans le cache L1. Ça, c'est mon premier niveau de blocking. Plus précisément, je veux que 3 lignes tiennent en cache L1, un paquet de 3 lignes. Parce que ce qui se passe, en fait, quand j'itère sur une ligne des valeurs de sortie, c'est qu'en itérant sur mes lignes de matrice, je vais itérer sur des statistiques de 3 par 3, et donc je vais lire 3 lignes de valeurs d'entrée pour une ligne de valeur de sortie que j'écris. Et donc à partir de ça, on peut calculer notre empreinte en cache, et on peut déterminer c'est quoi le working set de ça pour que quand on démarre la ligne suivante, les trucs issus des lignes précédentes soient toujours en cache. Ça, c'est le premier niveau de blocking. Par-dessus ça, il y a un deuxième niveau de blocking qui sert pour les caches L2 et supérieurs, où donc de base, si vous faites ça, donc vous réduisez un peu votre taille de ligne, donc vous coupez votre matrice en colonnes, en bloc de, disons en bloc de colonnes. Et après, vous pouvez décider de raffiner en découpant en blocs, ce qui permet d'avoir aussi un peu de partage de valeur sur les bords des blocs de colonnes, que sinon vous auriez eu aucune localité de cache pour ça. Et donc après avoir fait tout ça, le résultat, c'est qu'en fait pour tous les CPU que j'avais sous la main, c'est moins bon. J'ai passé un moment à chercher pourquoi, j'ai été fouillé dans les métriques de perf et tout. Et la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est qu'en fait, rappelez-vous cette chose dont je vous ai parlé avant, le prefetcher du CPU. Il n'est pas si bête. Et là, en fait, il a compris ce qui se passait.
Et du coup, il n'y a aucun besoin de découper le cache soi-même pour qu'il se débrouille. Donc en fait, la version de base, elle est bien. Alors sur les CPU récents, moi j'ai commencé avec un CPU qui était de 2015 et là pour le coup il faut le faire. Donc si vous avez une machine un peu plus vieille, vous allez avoir une amélioration, mais sur les machines récentes, le prefetch est très mal. Et donc le back-end parallèle, bah, ma foi, quand on sait découper en morceaux, on sait paralléliser. On peut utiliser le formalisme de décomposition de domaine fork join qui a été introduit par Silk et qui est utilisé par Intel TBB. L'idée générale, c'est on prend une bibliothèque qui sait le faire parce que c'est chiant à implémenter, et on lui dit, voici un jeu de données, voici comment tu le coupes en deux, et voici la granularité minimale à laquelle je veux que les threads travaillent. Découpe pas trop, quoi. Et à partir de là, il se débrouille pour découper la matrice en blocs, répartir les blocs entre les threads de façon intelligente. Ça marche un peu mieux. Ça dépend du CPU. Parce qu'en fait, quand on le fait suffisamment, on devient ce qu'on appelle memory band, limité par la vitesse du bus mémoire. On ne fait pas assez de calculs. Et en fait, donc, sur les CPU AMD sur lesquels j'ai testé, la performance single thread est absolument bluffante. Et donc, on atteint presque la performance mémoire crête avec un seul thread. On monte de 50% en ajoutant d'autres threads, max. Les autres threads, ils servent presque à rien. On a quasiment déjà fait toute la bande passante avec un. Alors que chez le CPU Intel que j'avais sous la main, qui est un Comet Lake ou un Skylake, ça se passait pas comme ça. Là, on avait vraiment intérêt à utiliser un max de thread pour saturer la bande passante mémoire. Et donc le code GPU, pour vous montrer un peu à quoi il ressemble, pour vous dire que quand même calculer une API graphique, c'est pas si terrible qu'on le dit. J'en ai fait deux versions. J'ai d'abord fait une version naïve. Alors, certains diront qu'elle n'est pas très naïve. Je vais vous montrer comment elle marche et vous en jugerez. Donc d'abord, le programme côté GPU, il marche comme ça. Donc c'est un programme qui s'attend à être lancé sur un domaine correspondant au domaine de simulation. En termes CUDA, on utilise un thread par pixel. Si j'avais eu le temps, j'aurais testé plusieurs threads par pixel, mais j'avais pas le temps. Pour les données d'entrée, il faut savoir que sur les GPU, on a plusieurs types de stockage. On a ce qu'on appelle les buffers, qui est le truc de base qu'on utilise quand on fait du CUDA parce que c'est simple, ça ressemble à des tableaux. On vient du Fortran, on connaît les tableaux, c'est familier, on l'utilise. Et puis, on a un truc qui s'appelle les images. Parce qu'en fait, les GPU, ça vient du graphique, et le graphique passe son temps à manipuler les images. Et il s'avère que quand on manipule des images, il y a des trucs qu'on se retrouve tout le temps à faire, quoi. Du genre, aller chercher les plus proches voisins d'un pixel. Ça, en graphique, ça arrive tout le temps. Et donc, du coup, en fait, les GPU, ils ont évolué pour ça. Et ils ont un support de stockage qui s'appelle les images, qui est optimisé pour la localité 2D. C'est-à-dire que quand vous chargez un pixel, vous avez de fortes chances que les voisins du pixel aient eux aussi été chargés dans le cache 1 du GPU. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après, il y a une troisième couche qui s'appelle les samplers. Et là, en fait, le GPU, déjà, vous pouvez lui faire des trucs qui sont vachement pratiques en sciences, comme de l'interpolation linéaire, mais bon, ça ne servait pas ici. Mais surtout, cette fameuse gestion de bord qui d'habitude nous fait jeter bêtement un bord tout autour du tableau pour mettre des zéros. Mais ça, les GPU, ils font ça tout le temps. Ils ont du hardware dédié pour ça. Et donc, du coup, on peut utiliser des images samplées, où on définit ce qui se passe quand on va en dehors du bord. Donc moi, j'ai défini que ça retournait 0. Et c'est le hardware qui le gère tout seul comme un grand. Et donc, on n'a pas besoin de surallouer. Et donc, du coup, l'accès aux images dans le langage qui est utilisé pour Vulkan, qui s'appelle le GLSL, ça ressemble à ça. Donc, mon shader, il a des... En fait, shader, c'est un programme GPU. Il a des espèces d'endroits où on peut accrocher des ressources. Ça s'appelle des bindings. Et ces bindings sont groupés en paquets. Parce qu'en fait, souvent, on veut binder plusieurs trucs à la fois. Et ça permet d'amortir le coût d'un binding. Donc en Vulkan, on parle de descriptor set. Donc là, qu'est-ce que je bind? Je bind deux samplers qui correspondent à mes images d'entrée pour UEV. Et je bind deux images qui correspondent à mes images de sortie.
Et vous voyez que si vous êtes le genre de personne qui fait pas confiance à son compilateur et qui aime bien avoir des directives pour dire au compilateur si je t'assure les accès mémoire ils sont comme ça des fois qu'il n'est pas réussi à le deviner tout seul, et ben en GLSL vous pouvez vous faire plaisir, c'est beaucoup mieux en C++. Il y a il y a tous les trucs que vous voulez en mots-clés. Vous pouvez dire je vais faire que écrire, c'est aliasé avec rien. Vous pouvez ne faire aucune confiance au compilateur du GPU si vous voulez. Et personnellement, quand je vois la qualité moyenne du code produit par les programmeurs hardware GPU, je préfère. Et avec ça, j'ai défini une fonction qui lie un pixel de l'image d'un pixel d'entrée à la position i, parce que c'est un peu chiant quand on dit des sampleurs. Il faut prendre l'indice et ajouter 0,5 parce que sinon on est à la frontière entre deux pixels et il risque de prendre le pixel d'à côté, ce couillon. Et pour écrire, à la fin, voilà, on fait deux choses. Et on retrouve donc ensuite, pour la version naïve, là on devient spécifique à cette version-là, notre taille de workgroup, elle est codée en dur, parce qu'à ce stade-là, j'ai pas encore introduit le mécanisme qui va nous permettre de nous libérer de ça. Et j'ai un deuxième descriptor set qui sert à contenir les paramètres de simulation. Donc ça, c'est sous forme d'un buffer, je vous ai parlé, cette espèce de petit tableau là, qui contient les paramètres que je bind. Et pourquoi c'est un descriptor set différent? Parce qu'en fait, quand je fais une série de pas de simulation, les paramètres, c'est toujours les mêmes. Et donc là, si vous allez lire les recommandations de AMD et NVIDIA, ils vous diront, dans ce cas-là, vous les mettez dans deux descriptor sets différents, comme ça vous pouvez changer que l'un des deux à chaque fois, et celui qui change le plus souvent, vous le mettez en premier, parce que nous, on optimise pour ça. Très bien. Donc je fais comme ça. Ils ont dit, je fais. Et à la fin, voilà. Modèle de programmation GPU, on se place du point de vue d'un pixel. L'API nous invoque pour un certain pixel. On peut récupérer la position à laquelle l'API nous a invoqué, qui s'appelle Global Invocation en GLSL. On va lire la valeur d'entrée qui correspond au pixel central. On fait le tour du stencil. On calcule nos sommes de produits. En GPU, il n'y a pas besoin de faire des FMA explicitement. Eux, il faut plutôt leur filer des coups de pied pour qu'ils n'en fassent pas, en fait. Ils aiment beaucoup ça. Et ce calcul, vous l'avez déjà vu beaucoup de fois, donc je pense que ça va vous intéresser de le voir une fois de plus. Alors donc voilà, j'insiste sur le fait qu'il y a quand même un truc qui est gênant dans ce code. C'est ça. Déjà, moi, j'aime pas avoir des paramètres d'optimisation qui sont codés en dur et où je dois aller changer du code pour tester quel effet ça fait. Ça me déplaît. Ça veut dire qu'il faut recompiler à chaque fois. Je fais du Rust, compiler c'est chiant, ça prend du temps. J'ai pas envie de faire ça. Et ces paramètres, pourquoi je dois les mettre dans ce qu'on appelle la mémoire globale? Bon, ok, c'est de la mémoire constante, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas terrible. Alors que ça va être les mêmes à chaque fois que j'appelle la simulation. Alors, au Paléolithique, les programmeurs GPU, pour gérer ça, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils généraient le code de leur shader pendant la compilation. Ils créaient une moulinette à texte qui produisait les valeurs qu'ils voulaient. Et du coup, ils pouvaient facilement, comme ça, au moment de l'exécution, générer le bon shader, le parser, l'envoyer à l'API. En Vulkan, on est sorti de l'époque des dinosaures. Donc on a un mécanisme dédié dans l'API pour ça qui s'appelle les constantes de spécialisation. Et on peut définir un certain nombre de numéros. Alors, la syntaxe est un peu dégueulasse parce qu'on ne peut pas définir des matrices de spécialisation, ça c'est ballot, j'espère qu'ils le changeront un jour. Mais on peut dire, voilà, je définis la constante numéro 0, la constante numéro 1, la constante numéro 2 et tout. Et ça veut dire que derrière, dans mon code hôte, au moment où je compile le programme GPU, je peux lui filer mon paquet de constantes et il va générer directement le bon shader qui est optimisé pour ces paramètres-là. Et donc ça veut dire, parce que là j'imagine qu'il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui étaient horrifiés quand je commençais à dire que je voulais changer les paramètres au runtime, on aime bien avoir les paramètres connus à compilation. Oui, mais les GPU, la compilation, chez eux, c'est au runtime. C'est au moment où l'application se lance. Donc en fait, on peut avoir les deux. Et après, le calcul est très similaire. Il est différent parce que, ça, j'ai pas pu partager le code, parce que dans le premier cas, c'est dans ce qu'on appelait un bloc uniforme, et dans l'autre cas, c'est une série de constantes. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai dû faire ça, la réponse courte, c'est parce que GLSL, c'est quand même un langage un peu chiant. Il y a un projet en cours pour pouvoir programmer des shaders GPU en Rust. C'est pas très au point pour l'instant, notamment il n'y a pas d'opération atomique, je ne vous recommanderais pas encore de l'utiliser, mais quand ça va être là, ça va faire du bien.
Et donc, à quoi ressemble le code? Bah, ma foi, ça va être des choses comme ça. Donc, le fait de créer des espèces avec un contexte, ça c'était géré au niveau de la couche de données. Je vous ai pas montré le backend GPU pour ça, mais vous me ferez confiance. Dans la bibliothèque pour les données, il y a un truc backend GPU qui sert à gérer les données de type image pour le GPU. Là, vous voyez que quand on sait un minimum factoriser son code et éviter de taper deux fois la même chose, la configuration de Vulkan, c'est quand même pas horrible. Franchement, c'est pas si terrible. Là, on crée le pipeline de calcul. C'est un peu plus de code, mais on va pas mourir non plus. Où est-ce qu'il est? C'est un début, ça. Voilà, il faut charger un shader. Je lui donne un nom pour pouvoir débugger si besoin. Et puis voilà, on fait ça. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est fini. Donc du coup, de toute façon, j'avais fait le tour.